Aujourd'hui, sixième séance consacrée à la première séquence d'histoire du quatrième, intitulée L'expansion européenne au XVIIIe siècle. L'occasion aujourd'hui de découvrir tout ce qu'il faut savoir ou presque sur la traite négrière et le commerce triangulaire. L'occasion d'aborder la douloureuse page d'histoire de l'esclavage des Noirs d'Afrique déportés aux Amériques, au Nouveau Monde, et l'occasion de nous poser la question suivante: quelle est la place des Noirs d'Afrique dans la logique géographique et économique du commerce triangulaire au XVIIIe siècle? Au cours de cette seconde partie de séance, tu vas faire connaissance avec un certain Oloda Equiano, qui fut à la fois un témoin direct et pour cause de la traite atlantique, donc de l'esclavage, mais il en fut aussi un impitoyable pourfendeur, c'est-à-dire un dénonciateur, c'est-à-dire un ennemi de l'esclavage, et bien tout simplement parce qu'Oloda Equiano, avant d'être un homme libre sur le tard, à la fin de sa vie, fut un esclave. Ceci explique cela. Quand on sait que plusieurs millions d'esclaves noirs d'Afrique ont été déportés au titre de la traite négrière ou du commerce triangulaire entre le XVIe et la première moitié du XIXe siècle, quand on sait qu'ils ont été des millions, probablement 6,5 millions au XVIIIe siècle et peut-être 13 millions sur l'ensemble de la période, et que malgré ce nombre absolument effarant, on n'a pas de témoignage direct, ben là il y a un paradoxe. Ah si, il y a un témoin, un seul, donc, ou presque, et donc raison de plus pour lui accorder un intérêt particulier. Il s'agit donc d'Oloda Equiano, qui a écrit en 1789, au soir de sa vie, une vie fort intéressante, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs, hein, The Interesting Narrative of the Life of Oloda Equiano, donc une vie particulièrement intéressante de la vie d'Oloda Equiano, et dans laquelle il raconte, donc c'est une autobiographie dans laquelle il raconte sa vie, hein, c'est le principe d'une autobiographie, mais particulièrement sa vie d'esclave. Et donc il apporte un témoignage sans concession sur la traite atlantique, sur le commerce triangulaire et sur sur les conditions de vie inhumaines que subissent les esclaves lors de leur déportation à bord des navires négriers, mais aussi lors du travail au quotidien dans les plantations coloniales. Alors comme tu peux le constater, d'ailleurs Oloda Equiano porte deux noms, puisque, bon, pour faire simple, Oloda Equiano c'est son nom d'homme libre. Quand à force d'économiser, parce qu'il a eu la chance, il a eu une vie un peu particulière, il a eu la chance d'être bien traité par son maître et même de recevoir un salaire, ce qui lui a permis de mettre l'argent de côté afin de pouvoir acheter sa liberté. Ça lui a coûté 70 livres, une somme rondelette pour l'époque. Mais avant d'être libre et de pouvoir changer de nom, son maître lui avait donné un nom de baptême, hein, ça se faisait comme ça à l'époque, et il l'avait appelé Gustavus Vassa.
Donc c'est pour ça que tu peux rencontrer Oloda et Kiano sous un autre nom, celui de Gustavus Vassa, mais il s'agit bien d'une seule et même personne, mais à deux époques différentes de sa vie. Et comme Oloda et Kiano raconte sa vie, puisque c'est l'objet même de son livre, de son autobiographie, eh bien il nous raconte son enlèvement présumé, parce qu'on verra que ça n'est pas sans poser problème ce témoignage. Il raconte qu'enfant, aux alentours de l'âge de 11 ans, il aurait été enlevé brutalement à sa famille, au cours d'un kidnapping, d'un rapt collectif que l'on appelle razzia. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge avec la traite arabe, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, la traite orientale. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot razzia est d'origine arabe. Lui, sa sœur et d'autres enfants du village auraient été enlevés en l'absence de leurs parents. Sans doute parce que voilà, c'est bien plus facile de s'attaquer à des enfants que de s'attaquer à des adultes. Lui et les autres enfants kidnappés vont être déportés à pied par leurs kidnappeurs, vont changer plusieurs fois de main et de maître dans les jours et les semaines qui suivent, et vont donc quitter le Nigeria natal pour aller se retrouver sur le golfe de Guinée. Et le changement fréquent de propriétaire, mais aussi de direction, fait que même si les parents se lancent à la poursuite de leurs enfants, ils ont vraiment très peu de chances de les retrouver. Mais comme le montre l'image sur la droite, tu peux constater qu'il n'y a pas que des enfants qui sont enlevés, parce que les enfants ont une faible valeur marchande, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de travailler, de se rendre véritablement utiles. Ils ont moins de valeur que les femmes, donc on voit ici des femmes qui ont été capturées, mais également des hommes. Alors eux, les hommes, pour peu qu'ils soient valides et en bonne santé, musclés, alors eux par contre ont une forte valeur marchande, et comme ils sont aussi plus prompts peut-être à chercher à s'enfuir, à se libérer, eh bien c'est pour ça qu'ils sont attachés deux par deux, reliés par le cou à une sorte de joug, G-O-U-G, comme des bœufs attachés ensemble à une charrue, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'enfuir avec ce genre de contraintes et de s'enfuir à deux. Donc c'est pour cela que les kidnappeurs redoublent de précautions. Par contre, ils ne s'inquiètent pas des enfants, parce que les enfants sont inoffensifs et les femmes représentent une faible menace. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces captifs qui sont donc conduits vers la côte atlantique pour y être vendus aux Européens ont été kidnappés par des frères de couleur, c'est-à-dire que ce sont des Africains qui capturent leurs propres frères et sœurs d'Afrique pour les revendre au plus offrant aux Européens. Alors, il ne s'agit pas de dire que les Européens sont, si je puis dire, blancs comme neige dans cette histoire, puisque c'est eux qui vont aller acheter les esclaves. Mais les Européens n'ont pas à aller chasser les esclaves à l'intérieur de l'Afrique, puisque des Africains peu scrupuleux, mais soucieux de gagner beaucoup d'argent, et qui ont peut-être aussi d'ailleurs, qui n'ont peut-être d'ailleurs pas envie de finir esclaves à la place de leurs frères et sœurs, eh bien, vont se charger du sale boulot pour les Européens et alimenter eux-mêmes le trafic d'esclaves. Et c'est ce que dénoncent Oloda et Kiano dans son autobiographie. Pour les survivants des razzias, c'est-à-dire ceux qui ont survécu aux marches forcées qui les conduisent de l'intérieur du continent africain jusque sur le littoral du golfe de Guinée, eh bien, les attendent un séjour fort peu confortable et fort peu sympathique dans des forts, qui sont des sortes de prisons,
si j'ose dire, des entrepôts sécurisés dans lesquels on va stocker ces esclaves en attendant que des navires négriers viennent les chercher pour leur faire traverser de force l'Atlantique pour les conduire vers le Nouveau Monde, c'est-à-dire les Amériques. Et donc on a ici un exemple de ces forts, c'est le fort britannique reconnaissable à l'Union Jack qui flotte au-dessus des tourelles, le fort britannique de Cape Coast, qui est situé, Cape Coast aujourd'hui c'est dans l'actuel Ghana, donc on est bien dans le golfe, au bord du golfe de Guinée, qui est le rendez-vous que se fixent les marchands d'esclaves et les acheteurs européens. Un petit peu plus au nord-ouest, mais à l'entrée du golfe de Guinée, on trouve aussi l'île de Gorée, hein, qui est célèbre encore aujourd'hui pour avoir abrité de force des esclaves qui attendaient là aussi leur déportation vers les Amériques. Et là, on était donc au large du Sénégal, en terre coloniale française, et aujourd'hui, les cellules du fort de l'île de Gorée se visitent, hein, parce que, au titre du devoir de mémoire, un mémorial a été installé, ce qui permet aux touristes de prendre davantage connaissance du sort réservé aux esclaves en attente de déportation. Et il y a de quoi frissonner de dégoût quand on voit les conditions de survie, avec notamment la cellule dite des récalcitrants. Bon ben là c'est pour les esclaves qui jouaient la forte tête, les esclaves qui refusaient d'obéir, qui refusaient leur sort, qui avaient peut-être tenté d'agresser leur geôlier ou de s'évader. Et donc c'est ce que l'on appelait au Moyen-Âge un cul de basse-fosse sans fenêtre, hein, parce que bon là on a enlevé la porte, il faut imaginer qu'il y a aussi la porte. Bien sûr, puisqu'ils étaient enfermés à double tour, c'est le principe des cellules, et on a un témoignage d'un certain Karl Bernhard Wedström, qui est probablement un Suédois avec un nom pareil, et qui nous explique qu'on les enfermait, c'est les Européens, ce sont les esclaves, dans des prisons ou des donjons où ils sont couchés nus sur la terre, accumulés ensemble et chargés de fer, c'est-à-dire enchaînés, au moins aux pieds, parfois même aux poignets. Ils mangent à 10 ou 12 dans une auge, exactement comme des cochons, jusqu'à ce qu'on les ait entassés dans des navires négriers. Et quand je te disais tout à l'heure que les Africains eux-mêmes avaient une responsabilité écrasante dans la mise en place de la traite atlantique et du commerce triangulaire, tu en as la preuve avec cette illustration qui remonte au XVIIIe siècle et qui montre un Européen en grande conversation, hein, on sent que les palabres vont durer quelque temps, en grande négociation avec un Africain libre, et pour cause, c'est lui le propriétaire des esclaves que tu aperçois à l'arrière-plan, esclaves qui attendent d'être fixés sur leur sort, et leur propriétaire, armé ici d'une lance et qui fume la pipe, est en train de négocier très dur avec cet Européen, hein, parce que lui, son intérêt, c'est de vendre les esclaves le plus cher possible, alors qu'évidemment, l'intérêt de l'Européen, lui, c'est de les acheter au meilleur coût, bien entendu. Donc on peut imaginer que la conversation va être rude. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des simples vendeurs africains dans la combine, puisque le roi de Juda, c'est-à-dire le roi de Guinée, va très officiellement faire pour son propre compte commerce d'esclaves,
Et les choses sont tout à fait contractualisées, puisqu'on dispose de documents historiques qui nous permettent d'avoir une idée très précise de la valeur d'un esclave, masculin ou féminin. Et donc, par exemple, on sait que un esclave homme s'achetait jusqu'à 180 livres de coquillages. Alors ça peut te paraître, ça peut te surprendre, mais certains coquillages très rares valaient leur valeur en monnaie. Sauf que c'est plutôt la traite arabe qui est concernée par ce type de monnaie d'échange, mais un homme se payait jusqu'à 30 fusils, jusqu'à 45 barres de fer, par exemple. Bon, donc, et pour une femme, eh bien, la valeur était moindre, parce qu'évidemment, une femme est moins forte physiquement, moins résistante, donc sa valeur marchande est plus faible et celle des enfants encore davantage. Et donc, si l'on choisit de faire confiance au témoignage d'Oloda Equiano, eh bien, il fait partie de ces 6,5 millions d'esclaves africains qui ont ainsi été déportés des rivages de l'Afrique de l'Ouest autour du golfe de Guinée, direction soit le Brésil, en Amérique du Sud, soit les Antilles, soit les rivages de l'Amérique du Nord. Et on a vraiment une idée de l'entassement inhumain dans lequel sont enfermés, entreposés à l'intérieur des cales du navire. On en a une idée précise à travers cette coupe de la Marie séraphique, où l'on voit donc les esclaves parfois allongés parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour rester debout. On voit que les femmes et les enfants sont séparés des hommes. On voit que les hommes sont enchaînés enferrés deux par deux, enferrés parfois reliés par une chaîne à la cale, à la coque du navire, ce qui fait d'ailleurs que si le navire doit couler, victime, je sais pas moi, d'une tempête, eh bien les esclaves qui sont enfermés dans la cale n'ont aucune chance d'échapper au naufrage. Donc il nous décrit, c'est à dresser les cheveux sur la tête, il nous décrit les conditions infernales dans lesquelles se déroule la déportation à bord des navires négriers. Cela généra d'abondantes transpirations, de sorte que l'air devint presque irrespirable à cause d'une variété d'odeurs répugnantes, et provoqua une maladie parmi les esclaves dont plusieurs en moururent. Cette situation misérable fut encore aggravée par le bruit irritant des chaînes, maintenant devenues insupportables, et la crasse des latrines, c'est-à-dire les toilettes, parce qu'en fait de toilettes, c'est une moitié de tonneau ou un tonneau entier coupé en deux, dans lequel les esclaves font leurs besoins, donc au vu au sud de tout le monde, c'est en public, et il faut prier pour que le tonneau ne se renverse pas, surtout s'il est plein, des excréments, et il faut prier pour qu'un marin descende le plus régulièrement possible pour aller vider le tonneau pour que les esclaves puissent à nouveau s'en servir. Donc c'est juste épouvantable. Donc on peut comprendre dans ces cas-là que les cris des femmes et les gémissements des personnes mourantes rendaient toute la scène atroce. J'allais oublier que les esclaves qui sont empaquetés dans des linges, dans des corps enveloppés de linge, sont les corps des mourants ou les cadavres des esclaves qui décèdent pendant la traversée du milieu, la traversée de l'Atlantique. Donc on se contentera de jeter les corps à la mer, l'océan sera leur tombeau, parce qu'encore une fois, la mortalité est importante. Entre 10 et 40% des esclaves, en général, ne survivent pas à la traversée de l'Atlantique
Et on ne peut pas être surpris par une telle mortalité quand on voit les conditions de déportation. Ceci dit, il ne faudrait pas, malgré tout, considérer que l'intérêt du capitaine du navire et des armateurs qui le payent est de faire mourir les esclaves pendant la traversée, bien au contraire. Parce que l'esclave, pour l'instant, ne leur a rien rapporté. Bien au contraire, les négociants et le capitaine du navire ont acheté les esclaves, cher. En plus, ils doivent le nourrir pendant la traversée. Donc, ça coûte encore plus cher. Alors, si c'est pour que les esclaves meurent pendant la traversée, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, en fait, les esclaves, on essaie quand même de les garder en vie, dans le meilleur état possible. Et c'est ce qui explique cette scène assez curieuse à première vue. Bon, la gravure, elle est un peu postérieure, hein, voir comment sont habillés les Européens. C'est plutôt la deuxième moitié, enfin, c'est plutôt le 19e siècle, mais c'est pas très grave, parce que la même scène s'est déroulée au 18e siècle, sur tous les ponts des navires négriers. On sort les esclaves par tout petits groupes, hein, pour éviter les émeutes, les révoltes. On les libère le temps de les laver à l'eau de mer, pour que, quand même qu'ils ne patauchent pas dans la crasse pendant des semaines et des mois, le temps de la traversée. Et on les oblige à danser, s'il le faut d'ailleurs à coups de fouet, pour leur permettre de conserver un petit peu d'activité physique, parce il est vital pour que l'esclave soit vendu le plus cher possible, qu'il soit encore une fois dans le meilleur état de forme possible, et vu les conditions de déportation, c'est quand même pas gagné d'avance. Et cette traversée de l'Atlantique à sens unique d'est en ouest, c'est-à-dire d'Afrique vers le Nouveau Monde, vers les Amériques, voyage à sens unique, voyage aller sans retour, car jamais les Africains ne reverront leur sol natal, eh bien cette traversée de l'Atlantique, donc qui prend plusieurs semaines selon la destination, c'est plus rapide pour aller au Brésil, c'est plus long pour aller sur la côte est de l'Amérique du Nord, mais bon, en général, ça prend de 1 à 2 mois. Eh bien, cette traversée de l'Atlantique est-ouest s'appelle le passage du milieu, et Holoday Kiano raconte de manière poignante cette traversée de l'Atlantique, ce passage du milieu, et c'est véritablement poignant parce que c'est là qu'on prend la mesure de l'inhumanité des conditions de survie à bord des navires négriers. Donc il explique par exemple que les esclaves sont enfermés à fond de cale, comme de la marchandise, traités comme de la marchandise, empilés les uns sur les autres, comme le montre cette gravure, donc sans voir la lumière du jour, hein, et donc évidemment l'endroit est particulièrement sombre, particulièrement inconfortable, les gens sont serrés comme des sardines, nous étouffions presque, voilà, c'est une partie de son témoignage et qui se poursuit de manière tout aussi brutale. Quand il explique qu'il a eu un traitement de faveur d'une certaine manière, qu'il est tombé sur des négriers un peu plus humains que d'autres, du fait de son jeune âge et du fait qu'il était encore un enfant, parce que s'il avait été un adulte, il aurait été enchaîné à fond de cale et enfermé, comme le montre cette image tirée d'un film d'Hollywood qui dénonce la traite des Noirs au XVIIIe siècle. Et donc il explique que, heureusement pour moi peut-être, je devins bientôt si faible en cet endroit qu'on jugea nécessaire de me laisser sur le pont presque tout le temps. Donc sur le pont, c'est-à-dire à l'air libre, sur le pont du navire. Et parce que j'étais jeune, on ne mit pas au fer, c'est-à-dire qu'il n'est pas enchaîné, il est libre de ses mouvements parce qu'il ne représente aucun danger pour les marins.
Et puis parce que de toute façon, cet enfant ne risque pas de s'enfuir, parce que quand on est au milieu de l'Atlantique, en fait on est au milieu de nulle part, et que si le jeune Olodai Kiano lui prend l'envie de se jeter à l'eau pour s'enfuir du navire, et bien de toute façon il va se noyer. Et du reste, c'est un peu la hantise des négriers qui transportent les esclaves. Ils ont deux hantises, ils ont deux peurs. La première, c'est que les esclaves noirs se révoltent, hein, perdus pour perdus, et qu'ils parviennent à briser leur fer et à prendre le contrôle du navire. C'est arrivé rarement, mais ça a pu arriver, comme dans le cas du film que j'évoquais là, avec cette image à Amistad. C'est arrivé très rarement, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, évidemment, pour les marins négriers blancs, ils risquent de passer un sale quart d'heure entre les mains des anciens esclaves devenus les maîtres du navire. Mais l'autre hantise, c'est que des esclaves décident d'en finir, parviennent à s'échapper de la cage dans laquelle ils sont enfermés à fond de cale, et se jettent à l'eau enchaînés les uns aux autres et se suicident finalement. Parce que c'est ce que d'ailleurs Olodai Kiano raconte. Un jour, deux de mes compatriotes, autrement dit deux Africains, enchaînés l'un à l'autre, préférant la mort à une telle vie de misère, passèrent à travers les filets installés sur les côtés du bateau pour justement éviter les suicides, et sautèrent à la mer, ce qui veut dire que non seulement deux ou plusieurs esclaves sont perdus, mais également les chaînes qui les maintenaient prisonniers. Donc pour le capitaine du navire, ça passe dans la case perte, et évidemment ça va grignoter le profit qu'il espère, et que l'armateur qui est son propriétaire, l'armateur espérait gagner comme argent, et bien là évidemment ça va faire un trou dans le bénéfice. Par la suite, Olodai Kiano, ayant eu la bonne fortune de survivre à sa traversée du milieu, nous raconte l'arrivée du navire sur l'île de la Barbade, et nous ancrâmes bientôt à Bridgetown. Donc ses frères de déportation et lui-même débarquent aux Antilles. Après notre débarquement, des Africains de toutes langues vinrent à nous. Immédiatement, nous nous dirigeâmes vers la cour du marchand, où on nous entassa tels des moutons dans un parc, sans souci du sexe ni de l'âge. Dans un autre témoignage, on disait que les esclaves étaient traités comme des porcs. Là, Kiano parle de moutons, mais en fait, donc, c'est toujours la même logique de déshumanisation des esclaves qui sont traités comme à peu près tout, sauf comme des êtres humains. Cela ne faisait pas plusieurs jours que nous nous trouvions sous la garde du marchand lorsqu'on nous vendit d'après leur manière habituelle qui est la suivante. Au signal donné, les acheteurs accourent dans l'enclos où les esclaves sont massés et choisissent le lot qu'ils préfèrent. Et oui, c'est de la vente aux enchères, telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui sur Internet ou dans les hôtels des ventes. C'est au plus offrant, celui qui proposera le plus aux marchands, sachant que entre le moment où les esclaves ont débarqué et le moment où ils sont vendus s'écoule plusieurs jours. Le temps nécessaire pour retaper entre guillemets les esclaves, pour leur redonner une bonne figure. Donc les esclaves sont lavés, sont mieux nourris. Alors ça coûte cher effectivement au capitaine du navire, mais c'est un investissement pour l'avenir qui peut s'avérer rentable, parce que l'acheteur n'achètera que de la marchandise qu'il jugera apte au travail, et se fiera en particulier à l'examen des dents. Parce que l'examen des dents des esclaves, c'est comme pour les chevaux d'ailleurs, permet à la fois d'estimer l'âge des esclaves, parce qu'ils n'ont évidemment pas de papier d'identité sur eux, mais aussi leur état de santé. Et qu'un esclave édenté signifie qu'il est soit vieux, soit malade, donc de toute façon pas intéressant. Et Olodai Kiano achève son témoignage de la manière suivante. Je me souviens que dans le bateau où je fus transporté,
dans le comportement des hommes, il y avait plusieurs frères qui furent vendus dans différents lots. Ce fut fort émouvant à cette occasion de voir et d'entendre leurs cris lors de leur séparation. Ben oui, ces frères avaient eu, dans leur malheur, la consolation d'être déportés ensemble. Rien ne dit qu'ils pourront à nouveau se voir. Peut-être passeront-ils leur vie parallèle, mais dans des plantations différentes, avec l'impossibilité pour eux de jamais se revoir. Alors pour finir, un petit mot en ce qui concerne ce portrait ô combien célèbre d'Olodai Kiano, et qui me paraît bien résumer la situation historique justement d'Olodai Kiano, qui pose problème aujourd'hui, parce que on ne sait pas exactement quelle est la part de la vérité dans son témoignage. Comme on ne sait pas exactement si le tableau est bien celui d'Olodai Kiano, parce qu'en fait, on a longtemps cru, et certains historiens croient encore, qu'il s'agit d'un portrait d'Olodai Kiano qui aurait été peint par un des maîtres du portrait de la haute société anglaise du XVIIIe siècle, le peintre Joshua Reynolds. Et puis petit à petit, le doute s'est instillé. On a commencé par se dire que c'était dans le style de Joshua Reynolds, mais que ça n'était pas le peintre lui-même qui avait fait le tableau. Mais plus important encore, on est à peu près sûr aujourd'hui que ce noir, cet homme de couleur en redingote rouge, ne représente en réalité pas Olodai Kiano, et qu'il pourrait être le portrait d'un autre homme de couleur célèbre au Royaume-Uni à la même époque, et qui s'appelait Ignatius Sancho. Donc en fait, les pistes sont brouillées, sans doute involontairement, Olodai Kiano n'est pas dans le coup, mais ça apporte un peu de mystère au personnage. En fait, le seul véritable portrait d'Olodai Kiano dont on soit sûr, c'est le portrait que tu as vu et qui constitue la page, le frontispice, la page d'accueil de son autobiographie. Là, on est sûr qu'il s'agit bien de lui. Et plus grave, en fait, on ne sait pas si Olodai Kiano est réellement né en Afrique vers 1745, du côté du Nigeria, comme il l'a affirmé. Un historien qui s'appelle Vincent Carretta, docteur à l'université de Cambridge, ce qui n'est pas rien, a écrit un ouvrage qui a fait polémique, dans lequel il affirme qu'Olodai Kiano n'était pas africain, qu'il n'est pas né en Afrique, qu'il est certes d'origine africaine, ça c'est incontestable, mais que ses parents ont été déportés, et qu'il est né lui-même, Olodai Kiano, en Amérique du Nord, du côté de Charleston. Et ce qui voudrait dire, si la thèse de Carretta se confirmait, que la traversée du milieu, la déportation au navire négrier sur l'Atlantique serait pure invention. Alors, pure invention, pas exactement non plus, dans la mesure où Olodai Kiano aurait recueilli fidèlement le témoignage d'esclaves qui, eux, auraient fait la traversée, et ça paraît incontestable, tant la description est précise, vivante, on s'y croirait. Et en fait, Olodai Kiano se serait attribué la vie d'autres esclaves. Une manière d'imposture, d'une certaine manière, ce qui pose problème. Alors, cette théorie n'est pas partagée par toute la communauté historienne, c'est le moins qu'on puisse dire, et en particulier par des historiens africains qui ont très mal pris le fait que l'on puisse remettre en cause l'authenticité, la sincérité du témoignage d'Olodai Kiano, et qui ont cherché à démontrer que Olodai Kiano était bien né au Nigeria en 1745, comme il l'avait affirmé.
Bon, ben, les preuves sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas déterminantes, et du coup, le débat entre historiens continue à agiter les sphères universitaires. Mais j'allais dire, peu importe, qu'Oloda Equiano ait réellement vécu sa vie d'esclave ou qu'il ait raconté par procuration celle d'autres esclaves, son témoignage reste essentiel pour bien appréhender ce que fut la traite négrière, la traite atlantique dans le cadre du commerce triangulaire. Et c'est bien là l'essentiel. D'autant que Oloda Equiano a été incité à faire paraître en 1789 son témoignage. Il a même été financé par des Britanniques, donc des Blancs, farouchement opposés à l'esclavage, à la traite des Noirs, et qui se sont réunis dès 1787, c'est-à-dire 2 années avant la parution de l'autobiographie d'Equiano, dans une société des Amis des Noirs qui avait pour but de pousser le gouvernement britannique à interdire la pratique de l'esclavage dans les colonies anglaises, ce qu'il finira par faire en 1807. Et les membres de la Société des Amis des Noirs, qui sont fait des ennemis en la personne des planteurs, c'est-à-dire des propriétaires d'esclaves dans les plantations, mais aussi des ennemis parmi les négociants et armateurs qui vivaient du commerce négrier. Ces amis se reconnaissaient entre eux, ces amis des Noirs se reconnaissaient entre eux par un médaillon qui est reproduit ici, où l'on voit un noir enchaîné et en prière, et posant cette question poignante: ne suis-je pas un homme et ne suis-je pas un frère? Et notamment un frère en humanité, mais aussi en religion, puisque les esclaves des plantations recevaient obligatoirement le baptême de chrétien. Et alors pour finir, c'est une anecdote, mais comme quoi le passé explique parfois le présent. Google a mis en place un câble sous-marin reliant l'Afrique à l'Europe récemment, en 2021. Un cap partant de Lisbonne au Portugal jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, et donc longeant toute la façade atlantique et notamment le golfe de Guinée et l'île de Gorée, d'où partaient les esclaves à destination du Nouveau Monde. Et Google a choisi de donner à cet immense projet de câble sous-marin le nom d'Equiano, en référence à Oloda Equiano.